Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de la SFEM qui s'intéresse aujourd'hui au consentement dynamique et aux données génétiques. Et pour ça, on fait appel à quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet, Henri Cortot-Stoclet. Bonjour Henri Cortot. Bonjour, Com. Alors, Je te laisse débuter la présentation et puis on posera des questions. tiens, donc, bon, un bref rappel historique pour toutes les personnes qui font un peu d'éthique ou du moins ont été initiées, connaissent un peu tout ça. Tout commence sur l'éthique de la recherche juste après la Seconde Guerre mondiale, enfin la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le code de Nuremberg et avec justement comment dire, un peu ce premier fondement qui est l'importance du consentement en raison de toutes les atrocités non discutables pour le coup vraiment qui se sont passées durant cette guerre en particulier dans les camps de concentration avec les médecins nazis, où un certain nombre d'expérimentations assez atroces ont été effectuées justement sur les résidents de ces camps, en particulier les personnes de confession juive. Et donc, l'une des conséquences après cela était de dire que toute expérimentation humaine toute expérimentation qui devait être pratiquée chez un homme, donc à des fins scientifiques ou médicales, devait toujours se faire avec le consentement de cette personne. Et en particulier, ce consentement, ça veut dire quoi? Donc, comme qui expliquait ici, en fait, que la personne est plus ou moins clairement comprise ce quoi elle est menée à cette expérience, ce quoi on allait faire sur elle. Voilà, donc cette idée de consentement vraiment éclairé. Donc ça, c'est un peu la notion un peu historique de cette genèse de consentement éclairé qui est, d'un point de vue institutionnel, relativement récente, même si on peut dire que la notion de consentement, elle est antérieure à cette période-là. Déjà, Claude Bernard, au XIXe siècle, se pose cette question-là autour aussi de la thématique de l'expérimentation humaine et aussi encore avant. Donc c'est pas en soi quelque chose de nouveau. Ce qui est vraiment nouveau en fait avec le code de Nuremberg, c'est ça, c'est le côté institutionnel en fait. C'est que clairement on va l'écrire et que ça devient vraiment une norme morale propre à la recherche biomédicale. Alors le consentement, ce qu'il faut comprendre, donc le consentement, il y a différents aspects. Disons qu'il y a différents types de consentement et en fait, il y a deux grands types de consentement qu'on va retrouver dans la recherche biomédicale parce qu'ici, voilà, je le reprécise, on va vraiment se focaliser sur le contexte de la recherche biomédicale parce que ça ne va pas forcément être exactement les mêmes aspects dans les recherches de sciences humaines et sociales, etc. Donc là, on est vraiment dans le cadre de la recherche biomédicale. Donc on a deux grands types de consentement qu'on retrouve actuellement. Donc ce qu'on appelle le consentement dit express, ou consentement explicite en anglais, et le consentement dit présumé ou consentement dit implicite. Alors, c'est quoi les différences? Donc, d'abord, voyons un peu le consentement dit express ou consentement dit explicite. C'est cette idée que lorsque vous allez consentir à la participation d'une recherche, explicitement, vous dites que je suis pour participer, et généralement, il va être écrit ou pas. Le consentement peut aussi être oral, et vous allez signer, je consens explicitement, du coup, à participer à cette recherche, ou que mes échantillons, ce que vous voulez, soient impliqués dans ce processus-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le consentement explicite, et on va le retrouver actuellement très fréquemment, justement, dans les recherches en génétique, dans ce qu'on appelle actuellement les recherches impliquant la personne humaine. Donc ça, c'est un titre un peu générique, très réglementaire, mais qui veut dire que lorsque un chercheur ou un médecin pratique une recherche directement sur le corps d'un individu, donc avec une pratique plutôt dit invasive, le chercheur ou le médecin doit récupérer le consentement explicite du participant. Ça veut dire que celui qui écrit bien, voilà, que explicitement, il souhaite participer à cette recherche. À côté de ça, on va trouver un autre type de consentement donc, que j'ai présenté avant, en termes de nom, donc le consentement dit présumé ou implicite, où là, c'est un peu l'inverse, où finalement, prenons un peu le cas, c'est un peu comme ce qu'on retrouve dans le don d'organes, en fait, finalement, en général. C'est qu'actuellement, pour le don d'organes, on utilise, à ma connaissance en tout cas, un consentement dit implicite, ça veut dire, sauf si vous vous êtes imposé durant votre vivant, l'organe va pouvoir justement, si à votre mort, en fait, est utilisé et donné à quelqu'un d'autre, en fait. Là, c'est ce qu'on appelle un consentement implicite. Le consentement implicite, en fait, il peut être aussi être écrit, c'est-à-dire que ça va être une note d'information qu'on va vous faire signer quelque part, soit il est oral, en fait, à moins que vous soyez opposé verbalement durant votre vie. Implicitement, c'est que vous avez consenti à ce que votre organe soit utilisé.
Et ce consentement implicite, on va également le retrouver dans la recherche biomédicale, cette fois-ci pour une autre famille, entre guillemets, de types de recherche. Là, on avait vu la recherche donc, impliquant la personne humaine. Donc, comme je l'ai dit, qui est cette idée que lorsqu'on fait une recherche, on le fait directement sur le corps ou sur vraiment les échantillons qu'on va prélever de cette personne-là. Parce que, en fait, ça va être utilisé dans ce qu'on appelle, grosso modo, toujours dans le cadre de la recherche biomédicale, dans ce qu'on appelle la recherche sur données. La recherche sur données, c'est quoi? Ça veut dire que le chercheur ou le médecin ne va pas comment dire, faire une recherche directement sur la personne, mais sur des données ou des échantillons qui ont été produits dans le cadre du soin et qui vont être autorisés en fait, à être réutilisés cette fois-ci dans le cadre de la recherche. Et alors là, dans ce cadre-là, selon, alors pareil, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça peut-être qu'on pourra en discuter ensuite, selon ce soit dit monocentrique ou multicentrique, etc. Il faudra du coup le consentement implicite de la personne. Ça veut dire quoi? Pour expliquer très très simplement, lorsque le patient rentre à l'hôpital, par exemple, pour un soin courant, généralement, l'hôpital, en fait, implicitement, en fait, il va être informé sur le site de l'hôpital, généralement, quand c'est du monocentrique, que ces échantillons, des échantillons qui vont être produits, dans le cadre du soin ou certaines données, potentiellement pourront être utilisés justement à d'autres types de recherches en fait. Donc voilà, donc là c'est le consentement implicite et c'est dans le cas de recherche sur données. Après, comme je l'ai dit avant, ça, on arrive du coup sur les subtilités de la réglementation et un peu la complexité. C'est que dans le cas très spécifique de la génétique, donc comme je l'ai dit, c'est que généralement en France, lorsqu'on fait de la recherche en génétique, il faut toujours le consentement dit explicite, le consentement dit express. C'est que forcément, si demain un chercheur veut monter une recherche en génétique, et du coup il lui faut des participants, il faudra qu'il récupère le consentement dit express des personnes sur lesquelles il va pratiquer cette recherche. Mais il y a des subtilités, c'est qu'il y a quand même des recherches dites génétiques qui vont se faire uniquement avec le consentement dit présumé, non pas explicite. Dans quel cadre? Dans le cadre où en fait on est dans le cadre de ces recherches sur données, où justement, en fait c'est que c'est un patient, alors deux choses, soit c'est un patient qui est rentré à l'hôpital, on lui a fait un examen génétique, il y a eu des tubes, enfin, des échantillons biologiques qui ont été faits, et du coup à partir de ce qu'on appelle communément dans la recherche, ce qu'on appelle les fonds de tubes, et du coup, on va autoriser à travers un comité d'éthique qu'on utilise du coup ces 10 fonds de tubes ou les données génétiques qui ont été produites pour d'autres types de recherches. Ou alors l'autre cas, où justement, en fait, c'est déjà une recherche, une RIPH qui a été faite, où justement il y a des données génétiques qui ont été produites dans le cadre de cette RIPH, et on va autoriser justement que ces mêmes données génétiques en fait, soient utilisées dans une autre petite recherche sur données. Donc ça implique, là, il peut avoir un consentement dit implicite, un consentement ou présumé, et en plus, il incombe, dans le cadre de la réglementation française, que cette recherche suive ce qu'on appelle une méthodologie de référence précisée par la CNIL pour justement être sûr justement que d'un point de vue réglementaire, éthique et moral, tout soit plus ou moins respecté, justement que la personne de laquelle sont issus ces échantillons biologiques ou ces données soit bien protégée. Toutefois, et là on arrive du coup sur les limites finalement de ces deux types de consentement, en fait, du moins sous la forme. C'est alors peut-être que les gens qui vont nous écouter, qui sont déjà trouvés à l'hôpital et qui indirectement se sont vus offert ce type de consentement, ou tout simplement, je dirais surtout les chercheurs ou les cliniciens qui nous écoutent, qui font de la recherche clinique ou de la recherche scientifique, se posent la question du papier. Parce qu'évidemment, surtout sur les consentements dits explicites, dits express, concrètement, comment ça se passe? C'est que vous arrivez devant votre patient que vous allez transformer en participant avec une feuille de papier qui est le consentement, vous le signez, et ce papier, vous le mettez dans un dossier, etc. Ce dossier, vous pouvez le perdre, et finalement, cette image représente bien finalement un peu tout ce problème, c'est que, au bout d'un moment, surtout si vous êtes un chercheur, vous vous retrouvez avec des piles de papier, alors après, comment ça se passe si vous le retournez à l'autre patient, etc. Enfin bref, vous voyez les limites du papier, et c'est ce pourquoi a émergé, alors c'est vraiment pas quelque chose de récent, hein, cette idée de consentement dynamique, qui était finalement cette idée, c'est quelque chose qui va arriver finalement dès la fin des années 90 aux États-Unis, avec cette idée, pourquoi pas dématérialiser en fait, comme ce qu'on avait commencé à faire avec la révolution du numérique, de l'informatique, qui a commencé dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui a vraiment pris
vraiment, on va dire, toute sa forme à partir des années 90, se pose la question, vu qu'on commence déjà à dématérialiser beaucoup de choses au niveau de l'administration dans les hôpitaux américains, pourquoi pas faire la même chose pour les consentements qu'on utilise, d'autant plus que derrière, là c'est avant la notion vraiment de côté dynamique, ça permet une meilleure traçabilité, parce que lorsque vous avez du papier, bon, vous perdez le papier, etc. Bon, c'est un peu compliqué, comment revenir à la personne, est-ce qu'elle est encore vivante, etc. Donc vraiment, il y avait vraiment une idée, le fait de dématérialiser le consentement, d'être plus efficace en fait. Il y avait vraiment une volonté d'efficacité, de traçabilité, de permettre aux cliniciens et aux chercheurs de pouvoir plus facilement en fait retrouver les patients si pour X, Y raison, il fallait qu'ils retrouvent le patient en question. Donc c'est ça qui a amené en fait vraiment cette idée d'efficacité qui amène d'abord à la dématérialisation du consentement. Puis après, on arrive vraiment sur le côté dynamique. Le côté dynamique, c'est quoi? En fait, c'est que là, l'idée, ce n'était pas non plus uniquement de dématérialiser la forme, mais aussi de pouvoir faire évoluer en fait le contenu. En fait. Parce que, comme je vous l'ai montré avant, c'est que souvent, bon, un chercheur, il a une idée pour un projet de recherche, donc du coup, il va créer son protocole, etc. Il va faire sa feuille de consentement et sa note d'information pour ce projet-là. Il fait son projet, etc. Et souvent, il a une autre idée en fait derrière. Parce que c'est un chercheur, il est créatif, il faut bien qu'il crée d'autres choses, etc. Et souvent, ces idées, ça va être par rapport soit au projet de recherche qu'il a déjà fait, soit par rapport à d'autres collègues, etc. Et souvent, du coup, il y a cette tentation et qui est normale et je pense même nécessaire, d'utiliser en fait les mêmes échantillons ou potentiellement les mêmes participants de l'autre recherche. Se pose la question en fait comment on les recontacte en fait. Et c'est là, en fait, finalement, en fait, on voit un peu les limites en fait, de cette approche d'un peu papier et du coup assez fixiste en fait, du consentement. C'est parce qu'en fait, ce côté-là, en fait, le rend quasiment impossible. En fait. Comme en plus vous anonymisez, comme en plus, comme c'est du papier, comme parfois il manque des coordonnées, tout est très difficile en fait pour revenir en fait finalement derrière. D'où arrive cette idée de dynamiser le consentement et de rendre possible en fait des meilleures interactions dans le temps et dans l'espace entre à la fois les participants, les médecins et les chercheurs pour que, comment dire, à chaque fois que le chercheur ou le clinicien en fait ont de nouvelles idées ou si à travers des recherches qu'ils ont déjà fait, des nouvelles informations qui émergent, qui pourraient intéresser les participants, devraient être retransmises, le consentement dynamique permet en fait de faire de tout ça en fait. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une solution miracle, mais ça permet de, comment dire, vraiment une meilleure circulation en fait, des informations entre ce trio un peu gagnant entre patients, cliniciens et chercheurs. Et finalement, à la fois que les intérêts de chacun en fait, sont un peu respectés, ça veut dire quoi? C'est que le patient qui veut des informations le concernant puisse en avoir accès directement à partir des recherches. Le clinicien qui, lui, veut souvent avoir un peu un contrôle sur ce qui se passe justement entre son patient et la recherche, du coup, et accès à ces informations-là, en même temps s'il s'éduque, et puis aussi en même temps mieux expliquer souvent aux patients, souvent qui ne connaît pas toutes ces informations, comprendre en fait qu'est-ce qui est vraiment intéressant ou pas pour lui directement de ces informations de recherche. Et donc aux chercheurs, en fait, d'avoir accès à davantage d'informations, de données et également d'échantillons biologiques de la part du patient, toujours sous le contrôle du clinicien. Alors pourquoi cette molécule d'ADN? Tout ça pour expliquer que tout ça concrètement, c'est déjà arrivé en fait. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une idée théorique. Et en fait, cette idée vraiment de consentement dynamique, elle a vraiment émergé concrètement, enfin, plutôt, elle s'est vraiment matérialisée concrètement dans la recherche en génétique au début des années 2000, à travers les biobanques, où justement tous ces chercheurs qui géraient ces grosses biobanques se sont rendus compte, qu'il fallait faire évoluer justement l'outil du consentement pour pouvoir en fait mieux gérer en fait la biobanque, pour toujours parce que il suffisait pas en fait à un moment donné d'avoir plein d'échantillons biologiques et un stock prédéfini de données, c'est qu'il fallait en fait pouvoir faire évoluer ce stock d'échantillons, ce stock de données, qu'il fallait en fait continuellement en fait de l'information des participants, des personnes dont provenaient ces échantillons et ces données, pour pouvoir améliorer la recherche en fait. D'où cette idée de consentement dynamique, cette idée que à chaque fois en fait on va dynamiser en fait la circulation d'informations et de données pour en fait à chaque fois en fait augmenter la production de connaissances, de savoir dans les intérêts en fait de chacun. Et c'est vraiment en génétique que ça s'est passé. Alors, dans le milieu académique aux États-Unis, évidemment, mais aussi beaucoup dans le privé avec
un exemple, moi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui c'est l'entreprise 23andMe, comme Cobb, je t'en ai souvent parlé, où finalement, en fait, ils ont utilisé ce modèle-là. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons en fait, de leur succès, en fait. C'est que tout de suite, ils ne se sont pas dit on va envoyer une feuille papier aux participants. Non, ils ont tout dynamisé, ils ont tout dématérialisé. Et avec cette idée, à chaque fois que lorsqu'on fait des nouvelles recherches, on revient à chaque fois, en fait, euh, aux participants en disant est-ce que vous voulez participer en fait, à telle chose, etc. Mais avec une idée très pragmatique, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que eux, pourquoi aussi ils ont fait ça, c'est que à chaque fois, en fait, en redemandant en fait aux participants s'ils voulaient participer à une recherche, c'était l'occasion en fait de prendre encore davantage de données. C'est ça en fait où ils ont vu aussi l'intérêt du consentement dynamique. C'est qu'à chaque fois, lorsque vous retournez vers votre patient pour lui poser une nouvelle question, etc., c'est l'occasion aussi pour vous de récupérer des données qui vous manquaient aussi avant pour mieux comprendre telle ou telle chose. Vous comprenez en fait. Donc vraiment cet aspect dynamique, en fait c'est dynamique pas uniquement sur le fond du consentement, c'est vraiment rendre la recherche et la clinique dynamique en elle-même en fait. C'est à chaque fois en fait favoriser la circulation et la production de données, d'informations et d'échantillons biologiques pour encore une fois augmenter la production de connaissances et de savoir dans les intérêts de tous et pour les industriels, évidemment, augmenter aussi la production financière et économique aussi, forcément, parce que on sait tous que cette connaissance et ce savoir aussi peuvent mener à des brevets, et etc. Et voilà. OK. Merci, Corto, c'est passionnant ce que tu nous as présenté. Première question, on sait que dans la modernisation de l'hôpital aujourd'hui, on a de plus en plus évidemment, de logiciels qui, Ouais. qui sont de prescription, mais sur lesquels on a les résultats des examens complémentaires. Et par exemple, on peut avoir accès d'un hôpital A aux données du patient si on le suit dans l'hôpital A, mais même quand il était dans l'hôpital B ou C. Et donc, on peut récupérer des données qui ont été faites dans l'hôpital C, alors que, enfin, voilà. Donc, la question, c'est celle de l'exploitation des données vie réelle. Est-ce que le centre qui n'a pas produit ces données peut utiliser ces données? C'est là, du coup, on est sur la question du consentement en fait présumé. Par exemple, s'il n'y a pas eu de note d'information, on va dire, individualisée, non, on ne pourra pas utiliser ces données-là, en fait. Une fois que les données partent non seulement dans la recherche, mais éventuellement dans le développement d'outils qui peuvent être commercialisés ou avoir un retour sur investissement, est-ce Ouais. que, d'une part, euh, quid de l'anonymisation des données? Oui. Et deuxièmement, est-ce que le bénéfice obtenu à partir de ces données revient en partie à l'hôpital qui les a produites? Il faut savoir que la question de la propriété des données, je pense que c'est là, on a vu la question du consentement. Je pense que c'est un enjeu fondamental, en fait. C'est s'il y a bien, si ceux qui nous écoutent veulent se lancer dans des doctorats en éthique ou en droit, je pense que travailler sur l'enjeu juridique et éthique de la propriété des données, qu'elles soient génétiques ou santé, etc., je pense que c'est un angle fondamental. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est que la conception de la propriété n'est pas la même selon les pays. En fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que selon que vous soyez aux États-Unis, en France, ou même dans le nord de l'Europe ou dans le sud de l'Europe, c'est que la représentation, la notion qu'on donne à la propriété n'est pas exactement la même. Pourquoi? Parce que ça rejoint en fait plus ou moins la représentation du corps, plus concrètement. En France, on considère que les données sont un peu comme sont traitées en fait un peu de la même manière qu'un organe. En fait. Ça veut dire que ça vient de vous, vous n'en êtes pas le propriétaire au sens du terme juridique de la propriété. En fait. C'est que ce n'est pas considéré comme un bien. Il ne Vous vous n'êtes appartient pas comme un bien. pas patrimonial. Exactement, c'est la non-patrimonialité du corps humain. Mais les données, c'est la même chose en fait. Il n'y a pas de droit patrimonial sur les données. Donc elles vous appartiennent, comme votre rein vous appartient, mais vous n'avez pas l'usage comme un bien. En fait. Vous pouvez pas du coup, vous ne pouvez pas vendre vos données comme vous ne pouvez pas vendre un organe. Mais alors du coup, ici, il en fait donc il fait quelque chose, mais l'hôpital derrière peut finalement, parce que bon, elle passe des contrats, mais elle fait de la valorisation économique. Et c'est là en fait toute la subtilité, et aussi du coup ce pourquoi en fait il faudrait une quantité de thèses qui soit faite justement en droit et en éthique sur ces questions-là. Et là, il y a un véritable débat par rapport à ça. Et j'encourage, bon, il y a plusieurs choses à lire, mais c'est ça que l'économiste Jean Tirole a sorti un bouquin très intéressant qui s'appelle L'économie du bien commun, qui est sorti, je crois, en 2016, je crois, aux éditions Presse Universitaire Française, qui est vraiment un super bouquin. Et pose cette question-là, parce que lui s'est beaucoup intéressé à ces questions-là, les enjeux justement économiques et aussi d'une certaine manière aussi éthiques et juridiques autour justement de cette économie du numérique et des données.
si finalement, à partir de ce produit brut, hein, qui sont justement les données de santé, l'hôpital va se servir de différents outils, en fait, va effectuer en fait un travail conséquent pour transformer en fait finalement ces données brutes qui peut être simplement, je ne sais pas, la connaissance d'une mutation dans un gène, ou simplement savoir que vous avez, je ne sais pas, une tumeur à tel ou tel endroit, en une information complexe qui n'a plus rien à voir avec ces données. Là, on peut se poser la question si ce n'est pas en fait une création originale. En fait. Tu vois, finalement, ça n'a tellement plus rien à voir en fait, finalement, avec ce que c'était au départ qu'on peut dire finalement, bon, bah, c'est une information nouvelle, elle peut en fait appartenir à la personne qui l'a créée, si en plus derrière, elle l'a obtenue, enfin, le consentement a été respecté, etc. C'est là en fait un peu l'angle mort, et du coup, en fait, finalement, on peut se dire que, bah, alors, même si ça ne lui appartient pas, on peut dire, voilà, au niveau du droit, que oui, il peut en jouir, en fait, un peu comme si c'était un bien, et du coup, il peut la vendre ou poser des licences dessus, etc. En fait. Cela n'empêcherait pas les hôpitaux qui produisent la donnée, mine de rien. Ouais, C'est pas tout d'avoir une donnée, mais tout à c'est fait d'accord. de l'utiliser, de l'interpréter. Disons, un patient qui aurait la connaissance de sa donnée, mais qui ne peut pas l'interpréter et qui ne peut rien en faire, ça n'a aucune valeur. Alors que la personne qui sait l'interpréter, évidemment, a la valeur de l'interprétation. Et l'hôpital, le premier qui fournit ce premier résultat, est bien celui qui peut se prévaloir d'un retour sur investissement lorsque Exactement. Oui, l'enjeu il est fondamental justement pour l'hôpital de demain en fait. Il faut vraiment que l'hôpital de demain et les instituts aient bien ça en tête en fait. C'est que euh, c'est eux, étant donné que à travers les projets de recherche qu'ils développent, qui leur amènent justement à créer des biobanques et des bases de données. Parce que vraiment, ces données et ces échantillons, lorsqu'on utilise justement les outils préappropriés, on peut vraiment tirer des informations des biens et des services qui, au regard de l'industrie pharmaceutique et des biotech, tout ce que tu veux, vaut énormément d'argent parce que les brevets qui vont pouvoir être déposés derrière sont énormes en fait. Et toute la médecine personnalisée, en fait, c'est construite là-dessus. C'est qu'on voit, et c'était tout le travail de mon doctorat, on voit souvent la médecine personnalisée uniquement à travers le prix, justement cette idée qu'on adapte un traitement au profil génétique, etc. Alors que derrière, c'est bien au-delà de ça la médecine personnalisée. C'est une révolution en fait de la médecine où finalement, où l'idée en fait c'est plus une médecine des données où on va produire énormément de données, énormément qu'on va stocker et produire aussi beaucoup d'échantillons biologiques et qu'on va leur valoriser évidemment scientifiquement, mais surtout économiquement. la notion de e-consentement fait qu'on pourra réutiliser les données pour d'autres projets de recherche. Est-ce que cela implique pour les équipes de recherche et les personnes qui exploitent les données l'obligation d'informer les patients sur les résultats de ces recherches? On peut avoir l'émergence d'informations qui peuvent compter pour la santé des gens éventuellement. Est-ce qu'on peut vraiment arriver sur des règles générales valables pour tous les pays, etc. Je pense que ça dépendra des pays, ça dépendra aussi des cultures des hôpitaux en, fait, en question et de comment aussi ils appréhendent en fait la recherche. Est-ce qu'il faut en fait à chaque fois que les chercheurs trouvent quelque chose qui le notifie, aux participants à travers ce consentement dynamique, et je parle donc on parle des incidentalomes, etc. Là maintenant, je ne peux pas le dire, je ne sais pas en fait. J'aurais plutôt tendance à dire que oui, mais je pense surtout en fait, tout dépend en fait au départ, qu'est-ce que veut le patient, le participant. Et c'est ça en fait qui permet aussi le consentement dynamique. C'est que si au départ, imaginons que c'est un consentement dynamique, je consens une recherche, on m'explique, et on me dit dans le consentement, est-ce que vous voulez être tenu, et ça informatiquement, est-ce que vous voulez être tenu au courant justement s'il y a des informations individuelles qui arrivent dans cette recherche qui vous concernent. Bon, s'il coche non, il coche non, il ne l'aura pas. Mais l'intérêt du consentement dynamique, c'est qu'imaginons qu'il change d'avis au bout d'un moment. Il dit, tiens, finalement, ça m'intéresserait, là, il peut le faire. C'est que si ça avait été du papier, dès le départ, il a signé, jamais il ne pourra pas le droit. Imaginons que 6 mois après, il réfléchit, etc. Il dit, non, finalement, ça m'intéresserait parce que je ne sais pas, X, Y raison, il a vu un sujet passer sur un sujet à la télévision, etc. Là, il peut dire, non, finalement, ça m'intéresserait. Là, du coup, il peut avoir cette information. Ça permet, en fait, de ne pas fixer les choses dans le temps. En fait, c'est ça l'intérêt du consentement dynamique. C'est que... Avant qu'on termine, est-ce que dans le cadre de la loi française, c'est possible aujourd'hui de faire un e-consentement? Ah, ça, c'est la vraie question. euh,
Alors, techniquement, oui, c'est possible de faire. Oui, non, c'est tout à fait possible de faire un e-consentement. Et d'ailleurs, des e-consentements sont déjà faits, hein. Si on prend par exemple, il y a certaines cohortes, comme la cohorte, on va dire, compare, qui menait à la PHP, il y a une sorte, il y a un consentement qui est fait. C'est que c'est un consentement qui est dématérialisé et on revient en patient, en fait, à chaque fois, etc. La question, c'est de savoir, en fait, dans quel type de. En général, tout dépend de la nature des données qui sont produites. Comme tu sais, il y a les données personnelles. Dans les données personnelles, on trouve les données de santé. Et dans ces données de santé, en fait, il y a ce qu'on appelle les données sensibles. Les données sensibles, c'est justement ces données dont on considère qu'il faut qu'il y ait un degré de protection encore plus important. Et ces données sensibles, c'est quoi? C'est les données ethniques, les données en général référence justement au sexe ou à la sexualité de la personne, et les données génétiques. Donc, il y a le e-consentement est actuellement, à ma connaissance, lorsqu'il est pratiqué, c'est rarement ou peu lorsqu'il y a des données, en fait, des recherches qui sont faites avec des données sensibles, en fait. Parce que, bon, c'est compliqué au niveau de la réglementation, la protection est compliquée, etc. Donc, je dirais actuellement, oui, c'est possible de faire un consentement, mais lorsque vous faites de la recherche avec des données dites sensibles, qui sont de la nature, donc j'ai précisé, ça peut être compliqué, ou alors, il faut que ça soit uniquement dans une thématique bien précise. C'est que, par exemple, vous travaillez dans le cancer, bon, bah, du coup, il faut que ça soit si demain vous voulez pratiquer une recherche, par exemple, je sais pas, dans du diabète ou autre chose, ça sera un peu compliqué, quoi, en fait. Vous voyez ce Et que je veux dire? ce que tu nous dis, c'est que, par exemple, une ennemi qui n'est pas domicilié en France Oui, se soustrait donc à ces oui, limitations pour totalement. avoir un consentement dynamique sur des données génétiques auprès de patients, enfin de personnes françaises, et Voilà, pour pas extraire ces données, les envoyer, les vendre à l'étranger. exactement. Et ça, c'est le vrai problème, en fait. Et là, on voit parfois c'est-à-dire, il y a eu et il y a encore ce débat bioéthique actuellement, en fait, à l'Assemblée. Je pense qu'il va être rapidement tranché, je pense que ça va plutôt être contre. Mais cette idée, en fait, après, ça rentrer dans la polémique, hein, mais bon, c'est parce que moi, c'est un sujet concrètement sur lequel je travaille, de trop limiter les choses, en fait, à vouloir peut-être trop limiter certaines recherches en biomédical. Alors certes, c'est vrai qu'on évite certains problèmes, mais le problème, c'est qu'on n'évite pas que ça se fasse en fait ailleurs, et parfois à d'autres détriments, parce que les publications scientifiques qui vont intéresser les chercheurs, mais également les brevets qui vont intéresser les industriels et aussi indirectement l'État, du coup, sont déposés à l'étranger et pas ici, en fait. C'est ce que je veux dire. C'est ça, en fait, l'un des problèmes, l'un des angles morts, en fait, de cette approche. Mais bon, c'est tout à fait débattable et discutable, et je ne dis pas avoir raison là-dessus, quoi. C'est un point de Merci vue. beaucoup, Corto. Merci à toi, merci à vous, ceux qui écouteront. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve pour un prochain webinaire prochainement. Au revoir.